bibliographique. Et la deuxième chose, en termes puisque je vous ai dit que ce carré tensif produisait une interprétation du carré sémiotique de Greimas, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce carré tensif, les relations, alors ce ne sont plus des relations d'implication, mais celles qui étaient entre S1 et non S2 prennent le pas sur les relations de contrariété et de contradiction. Les relations de contrainte et de contradiction passent au second plan et leur distinction en particulier n'est plus importante. Pourquoi ça? Regardez. Donc là, vous avez des contraires. Enfin, encore une fois, si on suppose qu'il s'agit, si on accepte la rémanence du carré symétrique, on va pouvoir construire bonheur et ennui comme contraires. Une des choses qui permet de le penser, c'est ces termes-ci: plénitude, vacuité, manque et inanité, que l'on retrouve dans un tableau. Dans ce tableau, il est structuré, il est par un double paramétrage, un paramétrage de contradictoire et un paramétrage de contraire. Saisie et visée sont des contraires, alors que tonique et atone sont des contradictoires. Atone n'est rien d'autre que du non-tonique. D'accord? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que plénitude par rapport à manque par rapport à vacuité, vacuité par rapport à unité, sont tout aussi bien des contraires que des contradictoires. Puisque, encore une fois, vous pouvez aussi bien privilégier la distinction entre saisie et visée ou la distinction entre tonique et atone pour construire ces contraires contradictoires du second degré. Donc ça signifie que dans ce tableau, on ne peut pas faire la distinction entre contraire et contradictoire. Ce qui importe, c'est les parcours qui vont du bonheur à la nostalgie, de la nostalgie à l'ennui, et c'est bien en effet, et donc, ou contrairement, qui va de l'ennui à l'attente et de l'attente au bonheur. Je dis juste ça, même s'il s'agit du schéma tensif, ça signifie, c'est pour encore insister sur cette histoire par rapport à la question du positionnement. Le bonheur, ce n'est pas ce qui est le plus tonique en termes d'intensité et d'intensité, c'est ce qui va vers le plus de tonicité, ou au contraire, c'est ce qui risque de chuter le plus brutalement. C'est ça le bonheur. C'est pour ça qu'on appelle ça du tensif. C'est pas une position, c'est pas une position plus, c'est ce qui va vers cette position ou qui au contraire en chute le plus facilement. D'où la question des parcours. Les parcours sont vraiment ce qui importe. Voilà, et donc, ah oui, bon, ça c'était ce que je voulais vous dire à propos donc non seulement de ce que j'appelle donc le figural, le fait que dans ces parcours, l'orientation a de l'importance, et si nous prêtons foi à cette importance, eh bien, il faut essayer de sémantiser la figure. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette figure à sémantiser? La pliure. Le sens paraît devoir toujours être plié, dévié, voire brisé. C'est ça le sens. Le concept même de sens, c'est la pliure. C'est aussi le croisement. Le sens aurait toujours à choisir entre deux parcours possibles. Il se situerait à la croisée de ces parcours, et puis c'est une pulsation. Et là, on voit bien, encore une fois, ça annonce le schéma tensif, c'est-à-dire la gradualité. Le sens est toujours affaire de changement de vitesse, de décélération, de l'accélération. Donc le fait qu'il y ait des remontées brusques et des pentes douces, ça compte. Voilà ce que j'essayais un peu de vous dire aujourd'hui. Donc on a un signifiant qui se formate, qui a la puissance d'un format, c'est-à-dire d'une forme prégnante. Son signifié, c'est un modèle théorique, mais nous pouvons en avoir deux saisies. Une saisie symbolique, donc strictement conventionnelle, ou au contraire une saisie iconique, iconoplastique évidemment. Alors, on peut le faire
aussi bien pour le schéma, pour le carré tensif et le schéma tensif que pour le carré sémiotique. On peut avoir les deux lectures, mais très certainement le carré sémiotique se prête surtout à une lecture modélisatrice et pour le signifier une lecture scalaire, c'est-à-dire avec des valeurs paradigmatiques, tandis que le schéma tensif, comme le carré tensif, insiste sur la lecture figurale et en termes de signifié sur le caractère vectoriel du sens, donc ce qu'on pourrait appeler aussi leurs valeurs syntagmatiques. Voilà. Désolé. C'est plus court. Jean. Monseigneur, merci de ton exposé. Et nous tous, nous savons que tu nous avances toujours des idées très provocatrices. Voilà. Et là, je voudrais un peu rebondir sur une idée que je trouvais très très provocatrice au début de séance, qui c'était l'idée qu'il n'y a pas d'histoire conceptuelle, ou bien que le concept n'a pas d'histoire. Bon, je crois que là, il faut préciser une ou deux choses, parce que d'un côté, on peut penser notion et concept en tant que configuration du plan de contenu. Donc ce sont des idées avec des racines très longues, difficiles à repérer, difficiles à poser des limites, à retrouver des bornes. Et d'un côté, il y a un lexique pour exprimer tout un niveau lexicalisé de la théorie. C'est le terme, deux termes d'appellation. Là, je me demande, alors, première question, quelle est ta propre notion de concept? Selon toi, qu'est-ce que c'est un concept? Et si le concept est bien une forme sur le niveau du contenu, sur le plan de contenu, ou bien au plan de l'expression, comme quelque chose qu'on utilise, qui existe, qui impose sa présence, comment on ne pourrait pas envisager de les considérer selon une visée diachronique, selon les usages, selon les temps, selon les comparaisons qu'on puisse faire avec tous les concepts qu'on connaît. Parce que je crois que derrière ta provocation, il y a une question très très pertinente. D'un point de vue conceptuel orienté vers le contenu, c'est quasiment impossible de suivre les traces de la plupart des concepts clés, des notions clés des sciences humaines et du sens du langage. Parce que c'est toujours la période médiévale, c'est toujours les Grecs, c'est toujours la culture indo-européenne, des choses comme ça. Donc c'est difficile. Mais, de toute façon, pour ne pas rentrer à la maison et tout laisser tomber, toi-même, tu nous proposes une manière de repérer des consistances, même en très forme graphique, parce que c'est voilà l'originalité de ton travail. C'est à toi, monsieur. Merci Jean. Mais oui, mais tu as déjà répondu à ma provocation. Hein, donc, pour dire qu'il n'y a pas d'histoire des concepts, il faut entendre concept dans un sens philosophique classique analytique, c'est-à-dire une égalité. Et il n'y a pas d'histoire des égalités, il n'y a que d'histoire des faits. Et les faits, pour la science, c'est le discours, c'est le texte. Et donc, en effet, nous pouvons retracer une histoire des discours et des savoirs, hein, à travers, c'est ce que j'essaie de montrer, aussi, bien sûr, à travers les graphiques, hein, ces graphiques. Autrement dit, je réclame une histoire sémiotique de la pensée. On peut dire une histoire sémiotique des concepts. Hein. On peut garder le terme de concept, on peut sauver le terme de concept si on veut, mais c'est vraiment ça que j'essaie de dire par cette provocation. C'est quand même assez frappant à quel point
des historiens, même encore une fois en histoire des sciences, on balaye justement toutes les questions sémiotiques. Encore une fois, ces questions sémiotiques, c'est les questions de comment est-ce que des formes de contenu se manifestent et sont en corrélation par cette manifestation à des formes d'expression. Hein. Et donc, classiquement, ça, dans l'histoire des sciences, c'est surtout vrai pour les sciences naturelles, c'est de dire, oui, c'est qu'on fait des histoires de Descartes, ou de Leibniz, ou de Newton, en utilisant des symboles qui ne sont pas les leurs. En fait, en utilisant des symboles analytiques qui sont ceux d'aujourd'hui. Et on s'imagine que l'on peut rendre compte, faire une histoire de la science du XVIIe siècle avec des symboles qui sont ceux du XXe siècle. Et ça, alors on peut faire cette traduction, mais on ne peut pas le faire en pensant que c'est transparent, qu'on n'a pas fait un acte sémiotique d'une violence incroyable par rapport aux auteurs que l'on étudie. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Mais enfin, quand je dis qu'il n'y a pas que moi qui le dis, je veux dire qu'il y a quelques autres sémioticiens bien informés qui le disent aussi. Hein. Ça ne veut pas dire, encore une fois, mais la plupart des histoires et des épistémologues des sciences ne savent rien de cela. C'est pour ça que j'étais prêt à dire qu'il n'y a pas d'histoire des concepts. Et en plus, si tu me permets, il y a toute une histoire concernant le problème de l'anachronisme. Oui, c'est ça. Voilà. Aussi. Parce que c'est depuis toujours, chez les historiographes, oui. c'est un problème décisif. Oui. Parce que cela peut projeter des ombres, projeter de la lumière. Il n'existe pas d'ombre. Exactement. Il y a ni lumière. Tout à fait. Simile, moi je voudrais te demander quelque chose. Mais c'est peut-être un peu bizarre. Alors, tu as dit une chose qui m'a intéressée, que je voudrais que tu développes sur le fait qu'on peut manipuler les carrés, qu'on peut les inverser, etc. Hein? Effectivement, ce sont des relations symboliques qu'on peut manipuler, disons, ce qui importe, c'est que ça tient ensemble, que les rapports soient toujours vivants. Par contre, pour les carrés tensifs, il faut suivre les directions. Tu l'as appelé iconique, moi j'aurais pensé à motiver pour l'opposer à arbitraire, parce que ça me paraît qu'il donne plus l'idée. Motivé qu'iconique, c'est comme s'il devait suivre les directions dont il faut rendre compte. Hein. Et je voudrais savoir, est-ce que tu penses que le fait que les valeurs syntagmatiques et de toute façon les orientations deviennent importantes dans la sémiotique intensive a à faire avec le fait que finalement la sémiotique intensive veut rendre compte de quelque chose qui est ancré dans le corps ou pas? C'est-à-dire ce respect pour la directionnalité qu'on ne peut pas manipuler comme on veut, comme en logique, a à faire, à ton avis, avec l'effet, avec la thématique du tensif d'une certaine manière, que c'est les effets sur le corps. Je te dis que c'était un peu... non, bizarre, mais... Oui, non, ce que je peux te dire, oui, donc, en effet, donc, on peut pour voir un parallélisme entre les carrés et les contenus de théorie. Oui, c'est ça. Ce que je peux te dire, c'est que quand je parle d'iconique ou de motivation, c'est encore une fois, si on dit motivé, c'est motivé par rapport à quoi? Iconique par rapport à quoi? C'est par rapport à nos expériences. Hein? Et nos expériences, c'est bien des expériences, encore une fois, de perception, de sensation. Donc ça relève du corps. Ça signifie que dans un schéma tensif, il n'y a qu'une seule... que le schéma tensif, il suit aussi un ordre de lecture qui est celui des textes, c'est-à-dire on part de la gauche vers la droite. Oui. Attends,
de la gauche vers la droite. Je ne sais plus pourquoi. Et de bas en haut, mais je ne sais plus pourquoi de bas en haut nécessairement. Ça j'ai oublié pourquoi. Mais pourtant j'ai une réponse à ça. Et donc que toutes les autres courbes sont en fait des courbes concessives déjà. Donc, celles qui, donc la courbe inverse et surtout les parcours concessifs sur les courbes inverses et converses sont bien effectivement c'est lié à des perceptions non naturelles des lectures non prévisibles, moins prévisibles que... Oui, moins prévisibles, c'est ça, c'est très bien, ça me convient très bien. Répond à moins d'attentes. Tout à fait d'accord avec ça. Voilà, alors que le carré sémiotique a encore en effet quelque chose de, je ne veux pas dire logicisant, mais de formaliste. Ça oui. Et tu as raison aussi de pointer le fait que j'ai parlé de conventionnel et puis d'iconique. Tu vois, ici, je dis saisie symbolique, saisie iconique, c'est-à-dire que quand Greimas dit au fond, ce que la structure telle qu'elle est présentée par le carré sémiotique, on pourrait très bien la représenter par une formule, hein, c'est une manifestation typique d'une saisie symbolique. Hein. Ça, chez les Weber, c'est pas possible. Beaucoup de traductions dans d'autres types de formats serait possible. Oui, voilà. Mais avec ces Weber, ce serait plus compliqué de traduire, de transposer. Oui, merci beaucoup, Semir. C'est fascinant comme toujours. Et, la différence que tu as établie au début, c'était le cœur même du structuralisme, bien sûr, que les structures créent, les relations créent des termes et non pas vice-versa. Donc c'est essentiel. Alors, tu as évoqué donc l'homologation de Lévi-Strauss, et moi ça m'a toujours... J'ai essayé de voir cette formule et en quoi les analyses de Lévi-Strauss pouvaient s'expliquer par cette formule qu'il a créée. J'y suis jamais vraiment arrivé. Enfin, c'est clair. Ce qui est intéressant pour moi dans ton contexte, je pense, c'est que dans le quatrième terme, là, donc une fonction devient un terme, et un terme devient une fonction, et donc dans l'exemple d'Édipe, lorsque Édipe, si je me gourre là dans les termes de Lévi-Strauss, lorsque Édipe est terme, il est sujet actant, Édipe tue, truc, etc. Édipe couche avec sa mère. Lorsqu'il est fonction, Édipe est boiteux, d'ailleurs le sens étymologique de l'Édipe. Et donc c'est sujet, donc c'est plus ou moins forme et contenu. Tout à fait. Et c'est justement lorsque Greimas a fait son article La mythologie comparée en 63, il a repris les homologations de Lévi-Strauss et de façon explicite. Il cite cet article de Lévi-Strauss en anglais, mais il dit je ne reprends pas cette formule. Et bon, je me suis toujours demandé, est-ce que c'était parce que, comme moi, il n'a rien compris à la formule, que comment ça marchait de façon explicite, lui qui était si clair. Mais d'autre part, il ne voulait pas, justement, mettre dans sa structure élémentaire le signifiant. Il voulait que ce soit, lui, sémanticien. Il voulait un modèle sémantique. Alors que, moi, si je devais, je ne sais pas si je commencerais par signification, peut-être plutôt par communication, mais moi, une structure élémentaire, ce serait plutôt signifiant, signifié, ou plutôt le modèle prussien du signe, ou encore, personnellement, ce serait quelque chose comme
le modèle jacobsonien, les 6 fonctions communicatives, destinateur, destinataire, le processus de communication. Alors c'est vrai que même s'il ne revient pas à Aristote, tout à fait d'accord, mais c'est vrai que au lieu de faire cela, Greimas dit au début et toujours que la structure élémentaire pour lui de la signification, c'est quand même ces relations plus ou moins logiques. Donc dans ce sens-là, il va vers la logique traditionnelle, alors qu'il aurait pu aller ailleurs. Dernièrement, je suis là encore tout à fait d'accord entre la différence entre Aristote et les structures dans le structuralisme. Il est vrai qu'on dit que l'origine, en quelque sorte historique, événementielle du carré sémiotique, c'est un compte-rendu que Claude Chabrol a publié sur le livre de Roger Blanchet, l'hexagone. Donc l'hexagone, toujours une forme, mais là, donc, toujours les relations aristotéliciennes, enfin logiques en tout cas, pardon, logiques, et que Rastier a repris, transformé, bien sûr, tout cela. Donc la logique, quand même, avec toute son histoire, était quand même liée à la naissance du carré sémiotique, même si c'est autre chose. Et dernièrement, l'implication. Pourquoi l'implication? Justement, dans la logique, je sais pas, traditionnelle et symbolique, celui que tu as mis là, oui, là ça marche très bien. Si tous les hommes, enfin je ne suis pas du tout le logicien, mais si tous les hommes sont mortels, alors forcément, ça veut dire que certains hommes sont mortels. Et si nul homme n'est mortel, alors forcément, certains hommes ne sont pas morts. Donc là, ça marche. Donc on peut dire que pourquoi, alors que dans les carrés symétriques, ça ne marche jamais. Enfin, il n'y a jamais vraiment d'implication. On peut pas, il n'y a pas de relation d'implication rigoureuse entre juste des adjectifs ou des adverbes ou des verbes ou des il faut une proposition pour avoir l'implication. Donc pourquoi l'implication? C'est peut-être pour la raison que tu as dite, mais c'est peut-être aussi parce que justement implication existait et a toujours existé dans ces carrés et d'ailleurs apparemment ils sont médiévaux. Enfin, c'est au Moyen-Âge qu'on a commencé à faire ces carrés et non pas chez Aristote. Enfin, donc peut-être implication, c'est encore une réminiscence, comme tu dis, de la logique traditionnelle, des relations logiques. Merci Tom. Bien sûr, j'ai terriblement simplifié, et encore une fois par volonté de provocation, et bien évidemment qu'il y a un rapport entre le carré des oppositions et celui de la sémiotique, mais encore une fois, pour moi, si j'ai fait cette provocation, c'est pour dire, attention, nous ne sommes pas dans une histoire de la sémiotique, hein, et c'était ça. On ne va pas en rendre compte comme ça. Ce que j'ai dit à propos du carré tensif, à mon avis, vaut aussi pour le carré... Enfin, du carré tensif vis-à-vis du carré sémiotique, vaut aussi pour le carré sémiotique vis-à-vis du carré logique, à savoir qu'il s'agit d'interprétation. Le carré sémiotique est une interprétation du carré logique. Ça veut dire quoi une interprétation? Ça veut dire justement que contrariété, contradictoire et implication sont réinterprétées, réellement réinterprétées. Elles ne sont pas, pour ça, encore une fois, il n'y a pas une histoire, parce que c'est une totale réinterprétation de ces trucs. Et donc, quand il dit que c'est plus ou moins logique, c'est une manière un peu simple de dire, enfin, une manière simple, une manière, oui, rapide, écourtée, de dire que c'est... enfin, dans plus ou moins, il faut entendre à la fois plus ou moins, à mon avis. C'est à la fois moins que ça et plus que ça. Hein, c'est pas un environ, c'est comme ça que j'aurais envie de le dire.
Mais ce qui m'importe par rapport à ce que dans cette question de réinterprétation, c'est que justement, tu as d'un côté la réinterprétation et de l'autre des problèmes de modélisation. De modélisation, hein, ou d'application. Et ceci, justement, n'est pas interprété. Ça ne m'intéresse pas, en effet, de regarder, je ne l'ai pas fait moi-même, de regarder ce que signifie cette formule. Mais il modélise à partir de cette formule, hein, le fait que, encore une fois, des questions de signifiant. Hein. La modélisation, ça a beaucoup à voir avec le signifiant. C'est ça qui m'importe ici, c'est de montrer que cette formule, je ne dis pas que c'est seulement à partir de là que le carré se comprend, mais que cette formule permet de mettre ensemble une corrélation et une opposition, ce qui apparaît aussi chez Grémas et qui finit par donner forme au carré, alors que cela nous ne l'avons pas chez les autres. Tu vois ? Donc là, je trouve que c'est important. C'est important, encore une fois, on pourrait dire du point de vue signifiant, mais c'est même pas vrai que c'est seulement du signifiant, puisque c'est de penser avec les graphiques. Ces signifiants sont déjà des signes, quoi. C'est des signes discursifs. Mais effectivement, c'est pas une interprétation au sens, on ne cherche pas à dire qu'est-ce que la théorie du carré sémiotique a à voir avec la théorie sous-jacente avec cette formule de l'anthropologie structurale. Hein? Cette question-là, non seulement je ne la pose pas, mais je pense elle est moins pertinente que des questions de rapport entre la théorie de Grémas et effectivement la théorie de Jacobson, la théorie de Fromm. Hein? Mais par contre, en termes de modélisation graphique, là je pense que la formule de Lévi-Strauss a vraiment son importance. Tu vois, c'est vraiment ça que j'ai essayé de mettre en place. C'est la différence entre le caractère interprétatif et le caractère modélisant, et sur les deux plans signifié. Voilà, je crois que c'est ce que je dois dire. Merci pour toutes les... Peut-être il faut arrêter pour laisser la place à Ok, alors oui, je propose quand même 3 minutes de pause pour aller aux toilettes.